Bonjour mes amis, et heureux de vous retrouver. Bon vendredi à vous. Cette unité ukrainienne était en train de nettoyer l'un des bâtiments à Donetskov, dans le dernier village ou agglomération de Sosnova, zone urbanisée, comme vous voulez l'appeler. Ils sont entrés dans le bâtiment et l'un des soldats russes les s'est effectivement rendu, mais pas l'autre. Et ensuite, une situation très intéressante s'est produite. Visionnons la vidéo pour voir comment cela s'est terminé. Alors, ils avancent dans le bâtiment, sachant que des Russes s'y trouvent, sans connaître leur nombre. Et ils savent qu'ils sont au 2e étage. Ce qui est intéressant ici, je veux vous montrer un petit détail. Ça m'a vraiment frappé. Regardez, c'est le Russe qui descend, en fait. C'est le premier à se rendre. On ne tire sur rien d'autre. Il leur parle. C'est celui qui s'est rendu et qui est descendu. Maintenant, ce même Russe essaie de parler à l'autre gars qui est en fait un mercenaire dans l'armée russe. Et l'autre gars ne veut pas se rendre. Il refuse. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils renvoient ce même Russe pour négocier. Mais c'est ce détail que je voulais vous montrer. 1973, à l'époque de l'Union soviétique, il était courant d'apposer ce type de marquage sur les immeubles en panneaux préfabriqués pour indiquer leur année de construction, souvent sur le côté. En énormes chiffres faites avec les briques l'année de construction. Ils faisaient en pareil en Estonie et en Ukraine. C'est juste un détail historique. On sait immédiatement quand le bâtiment a été construit. Tu ne parles pas russe. Il dit non. Le mercenaire étranger ne parle pas russe. Ils envoient ce type. Il remonte et le gaz est d'accord. Ouais, je vais remonter. Je vais lui parler pour toi. Genre, finissons-en. Il l'envoie tout en devant pour négocier avec l'autre mercenaire étranger. Attends un peu. Et boum, ce que le mercenaire étranger a fait, il a lancé une grenade et a ouvert le feu, alors que son ami avait été envoyé là pour négocier avec lui. Il a lancé une grenade sur son ami. Et une fusillade s'ensuit. Et ce qui s'ensuit, c'est que ces 2 soldats de l'armée russe sont tués au combat. Même celui qui s'est rendu parce que son ami lui a lancé une grenade. C'est vraiment une suite d'événements étranges, honnêtement. Ils envoient à ton ami pour négocier, tu lances une grenade, tu élimines ton ami, et ils t'éliminent à leur tour. Donc oui, les 2 ont été éliminés. La prochaine vidéo que nous allons regarder vient du SBOU, le service de sécurité intérieure ukrainien. Et ils ont aussi beaucoup de bonnes images de drones. Et celles-ci, on peut dire qu'ils assurent la sécurité en Ukraine parce que ces wagons de train que vous voyez ici, ils sont en Ukraine occupée. Ils ne sont pas en Crimée, ils sont peut-être au Louhansk, dans le Donetsk, et ce sont des wagons-citernes. Du fait que l'Ukraine a détruit tant de réservoirs de carburant, de silos à carburant en Ukraine occupée et sur les côtes de la mer Noire en Russie. Les Russes stockent beaucoup de leur pétrole, diesel et essence dans ces wagons-citernes, ces wagons ferroviaires. Ils les utilisent parfois comme stockage, car il manque désormais d'espace, l'Ukraine ayant détruit de nombreux dépôts de carburant, silos à carburant. Donc les Ukrainiens le savent et ils foncent simplement dans ces wagons-citernes. Comme ça. Boum. Comme ça. C'est tout. Ils servent juste de réservoir de stockage. Je veux dire que beaucoup pensent, comme on le voit dans des films, qu'en frappant un wagon d'un train de carburant, tout s'explose en chaîne. C'est ce qu'on imagine. C'est ce qui se passe dans les jeux vidéo et dans les films hollywoodiens. En réalité, on n'a pratiquement pas vu cela se produire dans cette guerre. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a qu'un seul wagon-citerne qui explose, celui dans lequel le drone s'écrase. Le feu ne se propage jamais. Je pense que cela suffit pour ces wagons-citernes. Je veux dire, cette tôle de fer qui entoure la citerne, ça suffit à empêcher le feu de se propager et la citerne suivante n'explose pas. Le wagon-citerne suivant. Je sais que c'est étrange. Je veux dire, je penserais que ça exploserait, mais ce n'est pas le cas. En général, non. Il n'y en a qu'une, celle que tu touches, qui s'enflamme.
Par exemple, si le drone atterrit sur celle de droite ici, celle de gauche n'explosera pas. C'est bizarre, non? C'est vraiment tout près. Et c'est dans les flammes, mais ça ne prend toujours pas feu. Je sais, c'est étrange. C'est comme ça que ça réagit. J'ai encore une super vidéo à te montrer. Voici comment les Russes s'entraînaient, ou s'entraînent encore, à poser des garrots et ils simulent, disons, un instructeur qui simule une zone de guerre, une zone létale. Ils simulent une situation de stress. Des sacs noirs, des sacs poubelles sur la tête, pour simuler le fait qu'il y a des vertiges et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas respirer correctement. Un drone vient de les frapper. Impact! Ensuite, ils les tirent en arrière pour simuler la frappe et ils mettent pas les garrots, n'est-ce pas? Sans respirer et sans voir, uniquement au toucher. Ce qui est étrange, c'est que les Russes, quand ils pèsent qu'on évacue, butent pas vraiment beaucoup leurs blessés. Ils en évacuent certains, mais c'est une autre frappe. Mais c'est vraiment une quantité très minime. Vous seriez abasourdi de découvrir le pourcentage de blessés russes qui passent réellement de blessés à tuer dans la zone létale, alors que leur vie aurait pu être sauvée, mais ils n'ont tout simplement pas ce type de logistique en place. Donc l'application de ce garrot toujours me laisse perplexe. Ils s'entraînent vraiment pour ça, alors qu'il n'y a pas... Le but des officiers n'est pas de sauver les soldats, juste de les envoyer. Car c'est un système d'extorsion pour eux, oui. Le but d'appliquer des garrots, c'est de sauver votre vie. Mais le but des officiers n'est pas de sauver la vie des soldats. C'est un entraînement tellement étrange et paradoxal qu'on voit ici. Encore une fois, je comprends la nécessité de simuler des conditions très difficiles, et toutes les armées du monde le font, mais ça c'est une patate. Je ne dirais pas que ça fonctionne. Mes amis, si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'ai des membres mensuels sur Buy Me a Coffee, et ils sont la base de cette chaîne. Parce que honnêtement, les revenus YouTube ont un peu baissé pour moi. Il n'y a pas de secret vu mon nombre de vues, mais ce n'est pas grave grâce aux membres mensuels de Buy Me a Coffee. Et c'est pourquoi je veux les honorer, les nouveaux, en écorchant leur nom. Nous avons Leo Latala. Un nom très finlandais, donc Kiitos. Nous avons Amanda. Merci Amanda, tu dois être la seule femme sur cette chaîne, alors bienvenue. C'est un vrai club de mecs, je sais. Mais ce n'est pas grave. Et enfin Arthur Rei, ce qui en estonien signifie « retourne à la salle de sport », Arthur. Celui qui a écrit ça l'a écrit en estonien. Pas besoin d'écorcher le nom. Ce Josali, ça doit être toi, Zali. Oh, avec un petit accent ondulé au-dessus. Mais oui, je retournerai à la salle de sport. Merci pour le soutien. Si vous aimez ma chaîne, inscrivez-vous et prenez un abonnement mensuel sur Buy Me a Coffee. Regardez cette image, c'est Tuapse, une ville côtière de la mer Noire en Russie. Et il y a un silo à pétrole, ou plutôt une installation de stockage là-bas. Et ça, je suis sûr que vous penseriez que c'est une photo d'un volcan. Mais ce n'est pas le cas. C'est une photo de cette installation pétrolière à Tuapse, après que des drones ukrainiens lui ont donné un petit baiser, vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble. Un nuage en forme de champignon sombre qui se propage très loin. Et oui, ça brûle. Et les Russes prennent des photos pour nous. C'est arrivé le 16 avril, donc hier. Et cela a déjà été géolocalisé pour nous, lorsque différentes photos ont été prises. Ce qui aurait été touché, ce sont ces zones de réservoirs de carburant. Vous pouvez voir combien il y en a. Et comme je le disais auparavant, les Ukrainiens frappent pour ces réservoirs de carburant. C'est le cas. Parce que plus ils les détruisent, plus les Russes devront stocker leur carburant dans des wagons-citernes, qui sont aussi très faciles à attaquer, puisqu'ils ne peuvent être que sur les voies ferrées, à des endroits très prévisibles. Et les images satellites, ici, ressemblent déjà à un joli petit feu de camp pour faire griller votre viande. De plus, les habitants l'ont filmé pour nous, afin que je puisse vous le montrer. Merci, chers Russes du coin. C'est très gentil de votre part. Très gentil. Et nous avons aussi une vidéo de Sochi, qui se trouve à environ 75 km d'ici. On dirait qu'ils ont fait exploser la raffinerie là-bas. Et regarde la couleur noire. 75 km, ça fait quoi à 30 miles, quelque chose comme ça. C'est loin, mais on peut quand même le voir très clairement. Et la fumée se propage aussi assez loin. Au fait, je suis allé à Sochi en Russie. J'y suis allé en 2017. Je dois dire que j'ai vraiment aimé. Une nature magnifique, un climat très agréable et une histoire estonienne très ancienne là-bas. Oui, tu m'as bien entendu, histoire estonienne. Tout cela a été effacé maintenant, mais ça existait.
Mais oui, si tu regardes ces images satellites, on dirait un vrai volcan. Mais non, c'est juste la Russie qui brûle. Je t'en prie. Dans cette prochaine vidéo, les Ukrainiens attaquent 2 réservoirs de carburant différents. Comme je l'ai dit, ils aiment traquer ces réservoirs et dépôts de carburant. Comment savent-ils s'ils sont vides ou pleins? C'est simple. Ils utilisent des caméras thermiques sur les drones. Les caméras à distance parce que le carburant qui se trouve dans ces dépôts a une température différente de celle des dépôts vides. Donc on peut réellement voir la différence de température et même le niveau de carburant très clairement depuis l'extérieur. C'est vraiment étrange. Donc oui, tu peux voir à moitié plein, 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 vide, vide, vide. Tu sais évidemment lesquels viser. Donc ça s'est passé le 15, donc un jour avant l'attaque de Douaps. Et tu peux déjà dire lesquels sont à moitié plein, plein ou vide. Celui-ci, le grand, est à plus de la moitié plein. Bien sûr, tu dois foncer dedans, lui donner un petit bisou, voilà, boum, et regarde à quel point ça brûle. Allons en trouver un autre. Et ici, on peut en voir un autre. Ce gros-là, il est complètement vide, celui de taille moyenne est à moitié plein, et ces petits-là sont totalement pleins. Mais il va vers celui à moitié vide. Je suppose qu'il reste un peu de gaz de carburant. C'est du diesel, de l'essence ou du brut. Peu importe. Il reste encore des gaz, dans la partie supérieure du réservoir à moitié vide. Si vous frappez le haut, une énorme boule de feu apparaît. C'est toujours impressionnant à voir. Mes amis, beaucoup de gens de l'étranger, je parle de personnes qui ne viennent pas des pays baltes, de la Finlande ou de la Pologne par exemple, des États-Unis, du Canada ou de l'Europe centrale, m'écrivant pour me dire « Oh, j'ai vu ces Russes se préparer à envahir les pays baltes ». Ou que Poutine a adopté cette loi qui lui permet maintenant, vous savez, de protéger ces Russes à l'étranger et d'attaquer ces pays. Je veux juste souligner que je vis en Estonie avec des gens qui vivent dans les pays baltes, en Finlande. Nous sommes les plus proches de ce sujet. Donc nous devons vraiment démanteler ces récits de propagande, et nous devons savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et quand des gens d'Europe centrale m'écrivent pour me dire « D'accord, j'ai vu ça et Poutine va bientôt t'attaquer », ça me fait toujours un peu sourire parce que je vis ici. Et notre armée travaille jour et nuit pour espionner ce que font les Russes de l'autre côté de la frontière. Plus loin, ce qu'ils font dans l'économie militaire à grande échelle chez eux. Quand attaqueront-ils, si cela arrive, ce sont eux qui le savent le mieux. Et puis, nous avons des gens d'Allemagne qui nous écrivent en disant « Oh, ils vont envahir à tout moment maintenant ». Non, ce n'est pas vrai. C'est de la propagande. Et le fait que cette propagande russe ne fonctionne pas en Estonie, mais qu'elle fonctionne en Allemagne, c'est que les Allemands ne regardent pas d'assez près. Ils ne sont pas mieux informés. Donc je suis ici pour vous dire que si vous voulez vraiment savoir ce que font les Russes en Estonie, le renseignement étranger Geruda est ce que nous faisons pour y faire face. Ou quelles sont les fausses narrations de propagande ici, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Par exemple, le fait que Poutine ait adopté une loi pour protéger les Russes à l'étranger, c'est réel, mais Poutine n'a jamais eu besoin de loi pour déplacer son armée. Alors, qu'est-ce que ça change vraiment ? C'est une narration de propagande pour que les médias occidentaux s'en emparent et l'amplifient. Ensuite, des Allemands nous écrivent paniqués « Vous allez bientôt être en guerre ». Non, ce n'est pas vrai. Alors, allez suivre Propastop ici même sur X. Allez les suivre. Ils publient des messages vraiment équilibrés et bien documentés sur la vérité. Par exemple, des journalistes estoniens ont trouvé des sites de lancement de drones ukrainiens. Ça a l'air sérieux. Regardez de plus près. Pas de journalistes, pas de preuves, juste une propagande familière, des chiffres recyclant un vieux récit, un site web aléatoire sans contact, des images satellites sans preuves, des affirmations basées sur des ressources locales. Même schéma, supposition, répétition, puis la vérité. Pendant ce temps, les données officielles disent le contraire. Les drones sont entrés en Estonie depuis la Russie, pas l'inverse. Donc oui, toute la nouvelle narration russe s'appuie sur ces drones ukrainiens qui ont attaqué Ust-Luga. Certains d'entre eux ont été neutralisés par la guerre électronique, brouillés ou leurrés, et ils ont fini en Estonie. Beaucoup aussi pour la Lituanie et la Finlande. La Russie affirme désormais que ces drones venaient d'Estonie, de Lituanie et de Finlande. Et que nous permettons que notre espace aérien soit utilisé pour des attaques de drones ukrainiens, ce qui est tout simplement faux. Mais ils diffusent ce récit en France et en Allemagne, et ces gars-là en France et en Allemagne ont tendance à croire à ces histoires. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons maintenant ce récit où les Russes auraient soudainement droit à la légitime défense. Et Shoigu, l'ancien ministre de la Défense, dit qu'il avertit les Finlandais et les Baltes que si vous permettez cela, nous serons obligés de nous défendre et de vous attaquer.
Nous n'avons jamais autorisé l'utilisation de notre espace aérien ou celui de l'OTAN pour des drones ukrainiens, mais ils sont entrés dans notre espace aérien depuis la Russie à cause de la guerre électronique russe, du brouillage. C'est étrange et soudain nous recevons des messages de France et d'Allemagne affirmant que les Russes nous attaquent en disant se défendre. Oui, allez simplement suivre Propostop et vous saurez ce qui est réel, ce qui est faux et ce qui est bidon. Par exemple, Narova, République populaire. Tout le monde en parlait. Je suis ici pour dire que c'est un ramassis de conneries, c'est des conneries, de la propagande, des récits, du faux. Mais les gens en étaient une foule au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Donc si vous voulez vraiment être du bon côté et savoir ce qui se passe vraiment et ne pas suivre la tendance, allez suivre Propostop ou regardez ma chaîne. Regardons ce qui se passe en Hongrie. Parce que Péter Magyar vient de gagner les élections et tout le monde est super heureux en Europe, moi y compris, et tous ceux qui aiment, disons-le, la liberté et la démocratie. Eh bien, Péter Magyar est passé dans les médias d'État pour la première fois depuis longtemps. Parce qu'Orban avait le monopole total des médias, ce qui signifie qu'il n'autorisait personne qui s'opposait à lui à apparaître dans les médias. Maintenant, pour la première fois, Péter Magyar a été invité, et il dit, je cite, « Avant de commencer, permettez-moi de souligner à quel point c'est étrange. Ma dernière invitation dans les médias publics remonte à plus d'1 an et demi. Il a fallu un mandat sans précédent de 3,3 millions de Hongrois pour que le chef du parti le plus fort soit enfin autorisé à revenir à l'antenne. Nous allons immédiatement suspendre ce service d'information mensonger. Imaginez que vous soyez en direct à la télévision ou aux informations et que vous disiez que nous allons immédiatement fermer cette chaîne. Mais merci de m'avoir invité. C'est vraiment étrange. Mais oui, ce gars-là a du cran, il est très combatif, il est très fougueux. Ce sera très mauvais pour des raisons diplomatiques, mais j'adore son énergie et il est du bon côté de l'histoire. Donc oui, il faut vraiment avoir un sacré cran pour être invité à revenir dans les médias d'État et dire qu'on va les fermer. Mais c'est vrai parce que tous les médias d'État n'étaient pas libres ni indépendants, c'était juste un monopole médiatique d'Orban. Donc il a vraiment eu raison de les fermer. Pour illustrer ce qu'était la Hongrie sous Orban, c'était une dictature, presque à gauche. Moi, à 24 ans, voici Victoria Zerdult. Moi, à 24 ans, journaliste, quand Orban était dans l'opposition. À droite, moi, à 45 ans, toujours journaliste. 2 jours avant. Il est encore là. Donc Orban venait de l'opposition et il finira dans l'opposition. Mais il s'est passé beaucoup de temps entre les deux, c'est tellement étrange. Et Péter Magyar veillera à ce que le Premier ministre hongrois ne puisse servir que 2 mandats, faisant de cela le plus grand retour de la démocratie. Et j'adore voir ça. Cela montre que les démocraties européennes sont bien plus résilientes qu'on ne le pense, parce que c'est à la mode en ce moment, et ça vient de Russie. Aussi les récits qui servent à dénigrer les Européens comme lents, inefficaces et tout ça. Ce n'est pas vrai. Cette élection montre que ce n'est pas vrai. L'Europe, la raison pour laquelle nous dérangeons autant la Russie, c'est que nous sommes, disons-le, riches, efficaces, nos armées sont assez fortes. En fait, nos démocraties fonctionnent, nos économies marchent, nos populations sont en bonne santé et éduquées, autant d'atouts que la Russie n'aura jamais. C'est pour ça qu'ils diffusent ces récits, et nous avons une démocratie qui fonctionne. Ils viennent de le prouver, ils ont élu un nouveau dirigeant à la place d'un politicien corrompu qui a dirigé le pays pendant 16 ans. Et en parlant des Russes et de la Hongrie, voyons ce que disent maintenant les Russes. Quand Orban a perdu, et Orban était une marionnette de Poutine en Europe, il était son allié le plus proche et le cheval de Troie. Voyons ce que dit Soloviev. La défaite d'Orban en Hongrie, qu'est-ce que ça veut dire? Avons-nous perdu? Nous n'étions même pas impliqués. Eh bien, il l'était. Il faisait le pression, il s'ingérait tant dans cette élection comme des fous. Nous n'avons en réalité aucune capacité d'influencer les événements en Hongrie. Malgré l'hystérie de certains à l'étranger, je pense qu'ils parlent de moi. Pour nous, l'Europe n'existe pas et devrait être oubliée. Eh bien oui, ils veulent juste oublier l'une des régions les plus riches et puissantes du globe. Ça n'arrivera pas. Sinon, ils ne mènent que des actions destructrices pour saper, sans chercher à s'ingérer dans les élections. Orban n'a jamais été pro-russe, Orban est pro-hongrois. C'est ça le plus important.
Les Russes exportent tout ce qui est extrême gauche ou extrême droite, ou la théorie du fer à cheval, vous savez. Les Russes n'aiment pas ces politiciens modérés et équilibrés. Ils ne veulent que les extrêmes du fer à cheval. L'extrême droite ou l'extrême gauche, peu importe de quel côté vous êtes, extrême droite, extrême gauche. Ils veulent des extrémistes, donc oui, et s'ils en trouvent dans n'importe quel pays, ils essaieront de les soutenir et de les aider de toutes les manières possibles. Et ensuite, ils disent que ces politiciens sont favorables à ce pays, alors qu'en réalité, tout type de politiciens extrémistes, extrême droite, extrême gauche, ou même des extrémistes religieux, vous savez, des islamistes extrémistes en Europe, par exemple, les Russes essaient de les soutenir. Aussi, tout ce qui crée le chaos et divise cette population et ce pays. Donc oui, ils disent que ce politicien n'est jamais pro-russe, il est favorable à ce pays, mais la vérité c'est que les Russes cherchent des extrémistes. Ils recherchent des opinions très extrêmes qui divisent cette population, et ils soutiennent cela, et ils disent que c'est favorable à ce pays, ce qui est le plus grand mensonge. Quant à Magyar, nous verrons ce qu'il deviendra, mais il est difficile de dire que la Hongrie est notre allié. Eh bien, ils ont dit cela lorsque Orban était au pouvoir, ou que c'est une nation qui ressent une quelconque sympathie envers nous. Rien de tel. Permettez-moi de vous rappeler que pendant la Grande Guerre patriotique, les Hongrois n'ont pas été faits prisonniers à cause des atrocités qu'ils ont commises sur notre terre. Eh bien, permettez-moi de vous rappeler, je voulais juste dire, permettez-moi de vous rappeler la révolte hongroise, mais il le fait lui-même. Permettez-moi de vous rappeler 1956 et tout le reste. Nos relations avec les Hongrois ont toujours été très difficiles, c'est vrai. Oui, les Russes ont commis un génocide sur le sol hongrois. Ils ont exécuté des Hongrois pour avoir dit qu'ils ne voulaient pas faire partie de l'Union soviétique, et pour l'avoir montré par leurs actions. Donc oui, le peuple hongrois et la Russie ne sont clairement pas amis. Péter Magyar était récemment dans le palais du président hongrois. Et puis sur le balcon, alors qu'il voit Viktor Orban sur le balcon d'à côté. Les choses, Bisson, je veux dire, pour les Américains, je suppose que c'est vraiment quelque chose de très étrange à voir. Ouais, et Orban est là, il dit. Regarde ça, quel cinéma, il dit quel cinéma? Regarde ce film absolu, Phil Guinash. Orban est juste là. Boum, en train de comploter son prochain plan avec les Russes, je parie, et ça, en fait, c'est Petr Magyar avec le président. Un mec vraiment redoutable, tu sais. Il va voir le président par intérim, prend une photo avec lui, puis publie la photo et dit ça. Ce président avec qui je viens de prendre la photo est indigne de représenter l'unité de la nation hongroise. Il est inapte à servir. Je suis d'accord avec lui. Il démonte le système corrompu d'Orban, ce qui est absurde. Et tu sais, je ne le ferai pas de cette façon parce que je me créerai plus d'ennemis que nécessaire. Je le ferai plus discrètement et je le ferai simplement. Mais lui, il aime, tu vois, parler très fort quand il le fait. C'est agréable à regarder, mais sur le long terme, c'est très dangereux. Mais oui, je respecte Maguire pour l'avoir fait et il fait vraiment ce qu'il faut ici en laissant tout le monde partir. Qui est juste un loyaliste d'Orban, y compris le président, même si, comme il ne peut pas changer le président légalement, le président peut rester là encore des années. Cela doit être le choix du président de partir volontairement. Voilà mes amis pour cette semaine, merci d'être sur cette chaîne. Et si vous aimez, merci de vous abonner et de rejoindre l'abonnement mensuel sur Buy Me a Coffee. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. Et nous discuterons de tout ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne et dans le conflit mondial plus large dont cela fait partie. Jusqu'à ma prochaine vidéo, gloire à l'Ukraine et au revoir.